Le troisième dispositif que je vous présente aujourd'hui, c'est le biprisme de Fresnel. Bon, bi, ça veut dire deux, donc il s'agit de deux prismes qui sont accolés par leur base. Alors, avant de vous présenter comment ça marche, je dois faire un petit rappel de l'année dernière, lorsque vous avez étudié le prisme. Alors, supposons que vous avez un rayon qui arrive perpendiculairement sur cette face du prisme. Puisqu'il arrive perpendiculairement, donc il ne va pas être dévié. Il va passer directement. Donc c'est le rayon rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive sur l'interface qui sépare le verre, donc le prisme, de l'air? Alors, pour savoir où est-ce qu'il s'en va, on va tracer la normale à cette interface, donc la perpendiculaire à l'interface vers R, et puis on va déterminer les rayons, les angles, pardon. On a donc pour le rayon rouge incident, on a un angle R', et pour ce qui émerge, pour le rayon émergent, le rayon qui quitte le prisme, il va avoir un angle qui est égal à I'. Bien entendu, pour déterminer R' et I', enfin I' en fonction de R', on utilise la loi de Snell. N sinus R' est égal à sinus I'. Alors vous allez me dire, comment savoir que le I', pour quelle raison il est supérieur à R'? On a N sinus R' est égal à sinus I', puisque le N, l'indice de réfraction du verre, est toujours supérieur à 1, toujours. Ça veut dire que sinus, puisqu'on a une égalité ici, eh bien ça veut dire que sinus I' est supérieur à sinus R'. Et comme la fonction sinus, c'est une fonction croissante, eh bien I' va être supérieur à R'. Donc I', cet angle, va être supérieur à cet angle. Alors, par définition, c'est juste une appellation, on appelle déviation DI l'angle que fait le rayon émergent, le rayon qui quitte le prisme, par rapport au rayon incident. Donc ce qui est bleu par rapport à ce qui est rouge. Donc la déviation DI, c'est cet angle-là. C'est juste une définition. Donc on peut dire que DI, elle est égale à I', tout ce rayon-là, moins ce rayon. Or, ce rayon, c'est quoi? Eh bien, c'est R'. Donc, DI, finalement, elle est égale à I' moins R'. Par ailleurs, vous avez ici un triangle, ce triangle-là. Là, le A, c'est le sommet de notre prisme. Et puis là, vous avez un angle droit, c'est pi sur 2. Reste maintenant cet angle. Comme on a ici pi sur 2, donc c'est la normale par rapport à cette interface, donc d'ici à là, on a pi sur 2, et puisqu'on a ici R', ben ça veut dire que cet angle-là, c'est pi sur 2 moins R', pi sur 2 moins R'. Or, on sait que la somme des angles d'un triangle, c'est toujours est égal à pi. Ça veut dire que le A plus pi sur 2 moins R' plus pi sur 2, elle va vous donner pi. Par là, vous avez pi sur 2 plus pi sur 2, elle va sauter avec ce pi, et il nous reste le R' va être égal à A. Donc, ce rayon-là, R', il est égal toujours au sommet de l'angle du prisme. Or, dans le cas des biprismes de Fresnel, on utilise des A qui sont faibles. Bon, A faible, ça veut dire que R' aussi, elle est faible. Donc, si R' est faible, eh bien, sinus R' va être égal à R'. Et la même chose pour I', si R est prime, ça veut dire que I' aussi, elle est faible. Et donc, sinus I' est égal à I'. Donc, la loi de Snell va prendre une nouvelle forme, c'est N R' qui est égal à I'. C'est parce que le prisme a un A qui est très faible. Alors je reviens maintenant à la déviation DI. On a dit tout à l'heure que c'est I' moins R' qui est égal à NR'. Le I' elle est remplacée par NR', moins le R'. Bon, on peut mettre le R' en facteur et on va la remplacer par A. Donc la déviation DI, elle ne dépend pas de R ni de I.
elle dépend pas de R', pardon, ni de I'. Elle dépend que de A et que de N. Ça veut dire elle dépend que des caractéristiques du prisme. Le prisme, il est caractérisé par ce A et par l'indice de réfraction, bien entendu. Donc, un rayon qui arrive perpendiculairement à cette interface, il va tourner, il va changer de direction et la nouvelle direction, c'est DI qui est égal à A N-1. Alors, deux remarques à faire. La déviation, elle est faite vers la base. Donc, si vous avez un rayon qui arrive comme ça, lorsqu'il est dévié, il ne dévie pas vers le sommet, mais il dévie vers la base. La deuxième remarque, là, on continue à parler de rayons, mais nous sommes dans un cours de physique ondulatoire. Donc, on devrait parler d'ondes plutôt de rayons. Il n'y a pas de contradiction parce qu'un rayon, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'un rayon, eh bien, on parle de faisceau qui est parallèle à ce rayon. Tous les autres rayons qui sont parallèles à celui-là, et donc tout le faisceau, va avoir le même sort. Tout le faisceau qui arrive ici va être dévié avec une même déviation DI qui est égale à AN-1. Or, on a dit plusieurs fois qu'un faisceau parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une onde plane. Donc, lorsqu'une onde plane arrive sur cette face, elle va rester plane, mais elle change de direction vers la base, et qui est cette direction, cette nouvelle direction, est égale à DI. Alors, je vais revenir maintenant au biprisme. Donc on a deux prismes ici, ils sont accolés par la base et ils sont éclairés par une source. Une source ponctuelle, ça veut dire elle va générer une onde qui est sphérique, dans tous les sens bien entendu, mais en particulier on va s'intéresser uniquement au faisceau rouge qui va traverser les deux prismes. Donc on va s'intéresser uniquement à ça. Alors, je vais prendre d'abord le prisme qui se trouve en haut. Sa base, elle est comme ça, elle est en bas. Donc, le faisceau qui va éclairer ce prisme, il est délimité par le rayon bleu et le rayon rouge. Ce faisceau-là, lorsqu'il arrive sur le prisme, il va être dévié d'un angle qui est égal à DI. Il va changer donc de direction. Et il va donner naissance donc au faisceau délimité par ce rayon, et ce rayon délimité par les rayons en couleur violette. La même chose pour le prisme qui se trouve en bas, mais attention, sa base est en haut. Lorsqu'il est éclairé par le faisceau délimité par le rayon bleu et le rayon rouge, ça veut dire ce faisceau-là, lorsqu'il traverse le prisme, eh bien le faisceau il va changer de direction, mais il ne va pas descendre, il va vers la base, ça veut dire qu'il va monter. Et donc il va donner naissance au faisceau délimité par les rayons verts. Donc tout ça. Remarquez que là vous avez donc la zone de chevauchement. Donc vous avez la superposition de deux faisceaux, le faisceau violet et le faisceau vert. Donc là, on va obtenir des interférences. Alors pourquoi on va obtenir les interférences? Parce que les deux faisceaux, le faisceau bleu-rouge ici, qui passe à travers le premier prisme, eh bien il a, le faisceau violet, il a la même fréquence que la source principale. La fréquence ne change pas lorsqu'on traverse une lentille. Et la polarisation également ne change pas. Donc les deux faisceaux, le violet et le vert, ont la même fréquence et puis ils ont la même polarisation. Comme ils se chevauchent ici, eh bien ils vont donner naissance à des interférences. Ça veut dire que les trois conditions des interférences, d'obtention d'interférences sont satisfaites. Si maintenant on prolonge ce rayon, le rayon violet, on le prolonge et on prolonge aussi ce rayon violet-là, eh bien ils vont se couper en un point S1. Donc c'est l'image, si vous voulez, de S à travers le prisme. Tout se passe comme si vous avez une source S1 qui génère le faisceau violet.
La même chose pour le faisceau vert. Si on prolonge ce rayon et on prolonge ce rayon, ils vont se couper en un point S2. Tout se passe comme si on n'a pas de prisme, mais on a une source ponctuelle qui génère un faisceau vert. Donc là, on peut s'en passer du biprisme et on va dire qu'on a deux sources, S1 et S2, qui s'interfèrent ici. Donc on est revenu encore une fois au dispositif de Young et on a montré que pour le dispositif de Young, IM est égal à 4I0 cosinus au carré pi AX divisé par lambda D. Je commence par le plus simple. Le D, c'est la distance qui sépare la source principale de l'écran. Bien sûr, on la connaît. On sait où placer le S par rapport à l'écran. Donc cette distance est connue, il n'y a pas de problème. Et il nous reste le petit a. Le petit a, c'est la distance qui sépare les deux sources secondaires, S1 et S2. Alors remarquez que l'angle que fait le rayon bleu avec le rayon ici violet, cet angle-là, c'est la déviation, c'est DI. On la connaît. On a trouvé tout à l'heure que c'est A fois N-1. Donc, cette déviation, eh bien, on la voit aussi ici. Donc, c'est l'angle que fait le rayon bleu avec le rayon violet. Donc, DI, elle est connue. Et puis, si on calcule tangente de DI, elle est égale à cette distance, SS1, divisée par cette distance. Or, cette distance, c'est petit d, elle est connue. On sait où est-ce qu'elle est placée, la source, bien sûr dans la pratique. On sait où est-ce qu'elle est placée, la source, par rapport au biprisme. Donc, cette distance est connue, d'où l'on tire facilement donc la distance SS1. Donc, la distance SS1 est égale à D multiplié par tangente DI, la déviation DI. Or, DI, on a dit tout à l'heure, elle est faible. Ça veut dire que tangente DI est égale à DI. Or, DI, on a montré tout à l'heure qu'elle est égale à A fois N-1. Donc, la distance S1, qui représente ce petit A là, S1, S2, divisé par 2, elle est égale à D fois A, N-1. Et d'où l'on tire donc facilement la distance S1, S2, qui est égale à 2 fois cette distance, et donc la le petit a, qui est égal à S1, S2, il vaut 2 fois petit d fois a, N-1. On peut remplacer, si vous voulez, le petit a, puisqu'on ne la voit pas directement ici. On peut la remplacer par 2d a n-1, 2d a n-1, pour trouver donc une intensité dans la zone d'interférence qui ne dépend que des valeurs qu'on connaît. On connaît petit d, on connaît le prisme, donc on connaît A, on connaît le petit n du prisme, on connaît d, et ainsi de suite. Bon, ça ne sert à rien de vous dire que le cosinus au carré, c'est aussi des montées et des descentes. Donc on a des franges ici brillantes et des franges sombres. On peut déterminer donc très facilement l'interfrange qui sépare deux franges claires ou encore deux franges sombres.